qu'il faut probablement préciser d'emblée, c'est que c'est un concept qui est quasiment absent de la totalité des travaux des économistes mainstream. En fait, le grand, mais vous le savez aussi bien que moi, voire mieux que moi, l'économiste qui a un peu introduit cette question de manière forte et dont on a retenu en tout cas la contribution, c'est Georges Scourogan, dans les années 70, à ceci près que Georges Scourogan n'a jamais écrit de modèle, on pourrait dire thermodynamique, sérieux, incluant à la fois les concepts d'économie et l'entropie. Alors, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est, et qui se rapproche, à mon avis, des intuitions, des concepts, des hypothèses que vous travaillez, c'est l'idée que, en fait, une économie, la Plaine Saint-Denis, Paris, l'économie France, le monde, c'est un énorme métabolisme, c'est une structure dissipative, au sens de Plugin, c'est-à-dire c'est une entité organisée, structurée, qui pompe de l'énergie et des ressources matérielles, naturelles, qui les métabolise en produisant du travail, quelle que soit la nature de ce travail, ça peut être de la chaleur, ça peut être un travail mécanique, ça peut être de l'intelligence, bon, et qui produit des déchets. Comme tout métabolisme. Le métabolisme humain est l'exemple que chacun d'entre nous connaît de manière intime. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que l'unité de mesure centrale, universelle de ce que fait l'économie devrait être quelque chose qui a à voir avec l'énergie. Parce que la matière, en fait, c'est l'énergie. Bon. Mais une énergie qui ne tienne compte des deux premières lois de la thermo, c'est-à-dire du fait que l'énergie elle-même ne se crée pas et ne se perd pas. En revanche, elle se dégrade. C'est la deuxième loi de la thermo. Et ce qui permet de mesurer sa dégradation, c'est l'entropie. Donc ce que nous faisons, en fait, l'économie, c'est une activité spécifique qui consiste à capter de la ressource naturelle, dite naturelle, à faible entropie, donc extrêmement dense en exergie, donc en aptitude à transformer cette énergie en travail pour nous, et à la dégrader et à la dissiper. Alors typiquement, pour les non-physiciens, lorsqu'on met du pétrole dans une voiture, que cette voiture transforme ce pétrole en énergie cinétique pour rouler, cette énergie-là est dissipée, par exemple, lorsque la voiture freine pour s'arrêter au feu rouge, puisqu'elle dissipe une partie de son énergie sous forme de chaleur via les freins sur les pneus. Et cette chaleur dissipée n'est plus récupérable pour nous, de manière simple. Donc elle est perdue. Donc ce que nous faisons en permanence, c'est nous dissipons de l'énergie que nous transférons de zones dans nos écosystèmes où elle est concentrée à très faible entropie, et nous la re-exportons vers l'univers sous forme d'énergie à très haute entropie, donc très très dissipée, très dégradée, de faible qualité et qui n'est plus utilisable par nous. Donc, grosso modo, c'est ça l'idée. Et du coup, si on fait ça, on ne peut le faire que parce que nous avons ce qu'on pourrait appeler du capital, à la fois, alors dans une relecture très très, disons, thermodynamicienne de ce qui s'est écrit sur le capital, y compris chez Marx, ce que nous ne pouvons le faire que parce que nous avons du capital. Et le capital, c'est quoi? C'est l'information inscrite dans à la fois nos gènes en tant que corps humain, et puis nos programmes informatiques, les livres, l'intelligence qui est d'une certaine manière emmagasinée dans nos cerveaux, même si cette image-là est très très dangereuse, qui permet justement de faire cette transformation d'énergie à faible entropie en travail, quelle que soit la nature de ce travail, et en déchets, énergie à haute entropie. Et donc, on pourrait dire ce qui est commun à un programme informatique, un livre et le langage avec lequel je vous parle en ce moment, c'est notre aptitude à réduire notre entropie. L'entropie, l'ensemble de la société humaine. Alors là, je pense qu'il faut faire attention parce que l'entropie est un concept fascinant et donc on peut être très vite séduit par une interprétation métaphorique de l'entropie. Je pense qu'il faut rester très très rigoureux. C'est bien l'entropie au sens des thermodynamiciens dont il s'agit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au balbutiement de l'intelligence de ce que nous sommes en train de nous dire. C'est-à-dire, ce qu'on essaie de faire avec mes doctorants, c'est de mesurer, disons, l'entropie d'une économie comme la France, ce qui est bien compliqué, ce qui est très très difficile. Alors, il y a plusieurs approches. Les écologues, en fait, ceux qui travaillent sur les écosystèmes naturels, dits naturels, en tant qu'écosystème écologique, nous produisent des services. Tout ça, il faudrait mettre 40 guillemets partout, mais travaillent pas mal dans cette direction, donc c'est là-dessus que moi je réfléchis. Alors il y a, par exemple, vous connaissez ça, l'HANPP, donc qui est une mesure de la Human Appropriation of Natural Primary Production. C'est une manière grossière d'avancer dans cette direction, qui consiste à dire, au fond,
les ressources dans lesquelles nous puisons proviennent quasiment toutes, des radiations solaires. Donc, à l'origine, il y a une source d'énergie qui est l'ensoleillement, dont nous bénéficions en ce moment. Cet ensoleillement produit normalement de la biomasse, et cette biomasse est ce qui rend possible la vie sur cette planète. Mais l'activité humaine consiste à capturer et détourner une partie de cette énergie, envoyée par le soleil, pour nos propres activités, pour le meilleur et pour le pire. Lorsque nous faisons de l'agriculture, en fait, nous détournons une partie de l'énergie capturée par la biomasse pour nos propres activités. Et au fond, cette révolution agricole, il y a 13 000 ans, c'est la première révolution culturelle au sens où nous modifions vraiment notre capital, au sens de l'entropie, notre aptitude à réduire notre entropie, c'est-à-dire que nous augmentons considérablement notre aptitude à réduire l'entropie, donc à faire de la négantropie, pour utiliser votre vocabulaire, sans modification génétique. C'est-à-dire que les gènes de l'Homo sapiens ne sont pas été modifiés il y a 13 000 ans. Donc c'est une vraie révolution culturelle, bon, mais qui a des conséquences majeures en termes de réduction d'entropie. Alors, lorsque nous faisons ça, eh bien, nous détournons une partie de l'énergie solaire. Mais lorsque nous faisons, par exemple, aujourd'hui une dalle de béton pour faire un parking, nous privons la terre qui est sous cette dalle de béton de l'accès au soleil, et donc nous empêchons la biomasse de se constituer. Donc là aussi, nous capturons une partie de cette énergie, mais en pure perte, ou en tout cas avec très peu on pourrait dire, de création, de travail associé. Voilà. Alors, du coup, c'est ça sur quoi je travaille moi aujourd'hui, c'est comment le délire dans lequel une partie de notre société est embarquée aujourd'hui fait que nous capturons cette énergie qui est extrêmement précieuse, qui est la seule dont nous disposons, qui nous donne la vie, et qui est en plus en surabondance, pour créer, disons, des systèmes techno-économiques dans lesquels nous dissipons de manière complètement absurde une partie de cette énergie, on pourrait dire en pure perte, au lieu d'en produire le maximum, c'est-à-dire un travail intelligent, collaboratif, coopératif entre nous, qui nous permettent justement de réduire l'entropie du système humain et d'exporter le reste de cette entropie dans le reste du monde. Voilà, c'est un peu ça la vision générale. Et je redis qu'il y a une énorme difficulté qui est scientifique, qui consiste à essayer de la mesurer. Voilà, on est là-dessus. Il y a quelques calculs qui ont été faits par des écologues dans un monde purement agricole, où on a quelques approximations grosses mailles qui ont du sens. Mais dès qu'on introduit la technique industrielle, alors ça devient beaucoup plus compliqué. Dans les Grundrisse de la critique de la nationale économie de Marx, c'est là qu'on trouve cette idée profonde qui est que ce qui dégrade la condition humaine, c'est l'absence de savoir incorporé dans mon activité. Voilà. C'est le fait que je suis entièrement tributaire d'une machine que je ne contrôle plus et que je ne comprends plus d'ailleurs, hein, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous aujourd'hui. Plus personne ne comprend comment sa voiture roule, ou comment elle fonctionne. Plus personne n'est capable de réparer sa voiture. Même les garagistes. Même les garagistes, oui, ce qui est une perte en fait, ce qui est une déshumanisation profonde. Voilà. Et c'est ça qui nourrit les fantasmes autour de l'intelligence artificielle, qui sont de la pure mythologie. Il n'y aura jamais de rupture où les machines prendraient le pouvoir. J'y crois pas une demi-seconde, personne en fait de sérieux ne peut y croire, mais simplement cette expérience existentielle de déshumanisation que nous faisons tous dans notre dépendance à des machines que nous ne comprenons plus vient nourrir ce fantasme imaginaire de la prise du pouvoir par des robots. Alors, ce qui est réel, ce qui est effectif, et c'est, je crois, un peu ce que vous décrivez, c'est comment nous sommes prolétarisés, alors en un sens cette fois-ci profond, qui est que les machines, d'une certaine manière, nous dépossèdent de ce qui fait notre humanité, à savoir notre aptitude à mettre en commun, moi je dirais peut-être des choses comme ça, à mettre en commun ce que j'appelais tout à l'heure du capital, c'est-à-dire l'intelligence qui nous permet de réduire notre entropie. Alors, moi, je formulerais les choses de la manière suivante, et ce qui est intéressant, c'est de voir si ça concorde un peu avec l'expérience que vous retirez du terrain à la plaine commune, que je ne connais pas très bien, malheureusement, pas encore. J'aurais tendance à dire la chose suivante, c'est que, au fond, il s'est inventé avec ce que certains appellent l'Internet 2.0, autour de 2004, à l'issue, en fait, de la crevaison de la bulle Internet de 2001, la bulle .com. Au fond, avec la bulle.com, un certain nombre d'investisseurs, de gros investisseurs internationaux, américains, se sont dit on s'est fait complètement avoir et on a perdu beaucoup d'argent parce qu'on a investi dans des startups qui en réalité ne valaient rien.
Mais les marchés financiers sont incapables de nous transmettre cette information, ce qui est une évidence. Les marchés financiers, intrinsèquement, ne peuvent pas transmettre d'informations, contrairement à ce que voudrait une certaine vulgate. Donc, on va changer complètement le mode d'organisation des sociétés. Et au lieu d'avoir un mode d'organisation qui est hérité en fait du Fordisme, de l'après-Seconde Guerre mondiale, où vous avez un manager et un certain nombre de concepteurs, d'intellectuels en fait, qui ont une idée, qui demandent à leurs expérimentateurs de faire un prototype, puis si le prototype marche, il est industrialisé par des ouvriers, puis si ça marche, il est vendu par des commerciaux à des utilisateurs finaux. Ça, c'est une conception verticale de l'organisation de l'entreprise, de la société, mais qui court le risque, in fine, d'un flop commercial total si on se rend compte qu'en réalité, l'idée géniale qui était à la source de la totalité du processus ne convient pas à l'utilisateur. En fait, c'est comme ça qu'un certain nombre d'observateurs relisent les déboires de la crise de 2001-2002. Donc, ils réorganisent l'entreprise et le processus en fait, de création industrielle en cercle où, à chaque instant, dès qu'on a une idée, on va aller la tester sur l'utilisateur ou le bénéficiaire final, supposé. Évidemment, pour que ça marche et pour qu'on ne soit pas... c'est pas possible avec un avion. Vous ne pouvez pas faire 47 avions avant de tester si l'utilisateur final est content de prendre cet avion. Donc évidemment, il y a un tropisme très orienté vers les applications numériques, qui sont les plus faciles à tester en direct. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, 2004, en gros, vous avez cette organisation des nouvelles entreprises où on a une idée, on la teste sur l'utilisateur final, on fait un prototype, on le teste, etc. Et dès que le test est négatif, on abandonne l'idée et on recommence, et on fait autre chose. Et donc là, c'est un cercle au centre duquel se trouve l'utilisateur final. Et c'est comme ça qu'en tout cas pour ma part, je relis tout ce qui s'essaye aujourd'hui dans les fameux Fab Labs qui essaiment un peu partout sur la planète. Alors à la fois, on pourrait dire c'est le prolongement d'un mode d'organisation qui a trouvé ses limites à travers le Fordisme. Et dans le même temps, je crois qu'il y a quelque chose de profond là-dedans, qui est la mise en commun de ce que nous voulons vivre, expérimenter ensemble. Et d'une certaine manière, ça rejoint les expériences, à mon avis, fabuleuses qu'on trouve évidemment dans Wikipédia et dans un certain nombre d'autres initiatives autour de tout ce qui s'invente avec un peu de confusion conceptuelle. Hein, et je comprends que vous essayez de clarifier ça de votre côté, avec ce que certains appellent l'économie collaborative et vous plutôt contributive. Bon. Et évidemment, il faut regarder ça de très très près. J'aurais tendance à dire, et c'est un peu là-dessus que nous, de notre côté, on essaie de travailler, que ce qui s'invente là, ce qui se redécouvre là, c'est la force de la mise en commun, et donc des commons au sens d'Elinor Ostrom. Hein. En un sens qui lui-même a besoin d'être revisité, parce qu'Elinor elle-même, quelle que soit la clarté fulgurante de son travail, a aussi dû faire des compromis avec sa profession, qui lui ont permis d'avoir le prix Nobel, ce qui est une bonne chose, mais qui en même temps ont fait que, d'une certaine manière, son travail lui-même reste d'une certaine façon ambigu, est en dialogue avec l'économie néoclassique et donc avec un mode de représentation du monde qui est orthogonal par rapport à ce dont nous parlons depuis maintenant un quart d'heure. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire, nous sommes pris depuis une quarantaine d'années dans une espèce de folie qui consiste à vouloir privatiser la totalité du monde, privatiser mon existence. Je deviens, dans cet imaginaire-là, le propriétaire de mon corps et de ma vie, et l'actionnaire principal. Donc je suis sommé d'investir dans moi-même, comme si j'étais moi-même du capital au sens des capitalistes, hein, dans lequel, si je suis un entrepreneur responsable, j'investis, parce que sinon je perds de la valeur. Ce qui est le lieu, disons, d'une désindividuation profonde et d'une déshumanisation profonde. Parce que qu'est-ce que ça peut bien signifier que je sois moi-même le propriétaire de mon capital et l'actionnaire, voilà, et le manager, enfin voilà. Et ça donne aussi quand même des tentatives du type introduire la prostitution dans le calcul du PIB, parce qu'après tout, si les femmes veulent vendre leur corps, elles en sont les propriétaires, et pourquoi est-ce qu'on s'y opposerait, etc. Je rappelle pour ceux qui ont oublié que The Economist avait fait la une de son magazine il y a une dizaine d'années sur le thème la prostitution doit être légalisée et incluse dans le PIB, parce que c'est une activité à laquelle il ne faut pas s'opposer. Le libre marché et le laisser-faire doivent pouvoir s'organiser autour de la prostitution. Voilà. Et donc, alors, ça c'est du côté de l'individu, et comment l'individu finalement est déstructuré à travers ce fantasme de la privatisation absolue, mais il me semble qu'on voit que l'ensemble de ce qui s'essaye depuis 40 ans en termes de démantèlement et désorganisation de nos sociétés va aussi dans cette direction. C'est le tout privatiser.
qui s'était déjà inventé, qui avait déjà eu une première phase d'expérimentation à la fin du 19e. Et ça, je crois, il faut le rattacher immédiatement aux idées magnifiques de Polanyi, hein, à savoir que dès qu'on essaie de privatiser ces trois grandes catégories de biens que sont la terre, les ressources naturelles, le travail et la monnaie, on provoque une telle déchirure du lien social que le corps social en appelle à des solutions autoritaires de type public, celles qu'on a connues dans les années 20 et 30 en Europe et au Japon, pour rétablir un tout petit peu, on pourrait dire, de négantropie, c'est-à-dire mettre fin à cette dilapidation incroyable de l'énergie et de la vie à laquelle procède la privatisation du monde. Bon. Alors, je crois que depuis une quarantaine d'années, on est réengagé dans ce processus délirant, au sens de la psychanalyse, complètement fou. Le fait que la droite et l'extrême droite en Italie viennent de gagner les élections, en gros, avec Cinque Stelle, qui est quand même un mouvement extrêmement ambigu, hein, très très ambivalent, le révèle. Le fait que Shinzo Abe, qui vient de l'extrême droite japonaise, soit au pouvoir au Japon depuis tant d'années, le révèle également. Le Front National qui fait 30% en France, voilà. Et puis Alternative für Deutschland qui est au Parlement en Allemagne. Et puis, vous savez bien ce qui se passe en Hongrie, etc. Et Modi en Inde. Et Modi en Inde, tout à fait, on est d'accord. Donc tout ceci n'est pas le fruit du tout du hasard et n'est pas non plus le résultat, disons, d'un vieux fond archaïque maurassien ou barétien, par exemple en France, j'y crois pas une demi-seconde. Tout ça est le résultat de la souffrance sociale extrême que produit la tentative de privatisation du monde. L'extrême inverse qui est d'absorber la totalité de la sphère sociale dans la sphère publique, la sphère étatique, ça c'est le totalitarisme et on sait ce que ça donne. Et donc la question aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on se réorganise autrement pour faire de l'ensemble des biens sociaux dont nous avons besoin pour réduire notre entropie, pour en faire des communs. Alors c'est là qu'il faut avancer avec prudence. Et pour ma part, je travaille, donc tout ce que je dis là est à l'état, à mon avis, incoatif pour moi en tout cas, hein, mais j'ai absolument besoin d'aller regarder ce que vous faites concrètement sur la plaine. La mise en commun est une manière, je crois, de partager le capital au sens où je l'entendais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ce qui, dans l'intelligence pratique des choses, nous permet de réduire l'entropie dans notre société. Et c'est à la fois le rapport au monde le plus ancien que l'humanité ait jamais connu, bien avant la propriété privée, qui est une invention récente du droit romain finalement, et en même temps ce qu'il y a de plus neuf et de plus, on pourrait dire, disruptif, pour prendre un mot à la mode, dans nos sociétés aujourd'hui, et ce qui s'invente aussi à travers l'Internet, une partie de l'Internet 2.0, les plateformes collaboratives, aussi d'une certaine manière les intuitions initiales qu'il y avait derrière Airbnb et Blablacar. Et en donnant ces exemples, je fais exprès de les donner parce qu'on voit tout de suite qu'il y a une tentation, une tentative de récupération privée de ces initiatives-là et de ces mises en commun par la sphère privée qui est extrêmement dangereuse. Donc il y a une vigilance et un discernement continuel à avoir entre d'un côté ce qui s'invente d'extrêmement heureux, je crois, du côté d'une économie des communs, d'une société des communs, et ce qui, du coup, à chaque fois que ceci recommence à créer de la vie, de l'intelligence, de l'imagination, etc., ce qui, derrière, essaye de le reprivatiser à tout prix, de manière plus ou moins sournoise et dissimulée. Voilà. Alors, c'est comme ça que, pour ma part, j'essaierai de capturer les choses. Alors, nous, à l'Agence française de développement, on essaie de travailler à ça, de repérer sur le terrain ce qui s'invente, en fait, même si on n'a pas les mots, en termes de commun, et d'essayer de comprendre comment nous, on peut faire la promotion de ça. Et alors, pour donner l'exemple que tout le monde connaît, hein, ce qui s'invente en termes de monnaie locale, hein, de monnaie complémentaire, maintenant il y a plein de monnaies complémentaires au Brésil, en Afrique de l'Ouest, pas seulement en Europe ou aux États-Unis. Ça, c'est une manière pour une population, pour une communauté, de se réapproprier la monnaie, tout simplement, hein, et de ne plus dépendre du bon vouloir d'un banquier central qui retient la monnaie ou qui la dispense à qui il veut, comme le cœur humain qui envoie du sang dans l'organisme. Pour reprendre une vieille métaphore autour de la monnaie. Donc la monnaie locale, c'est une manière de faire la monnaie en commun. Tout ce qui s'invente autour de comment les communautés se réapproprient leur rapport aux écosystèmes écologiques, c'est une manière de faire de la Terre et de ce qu'elle nous donne, et donc du rayonnement solaire, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, un commun. Et puis il y a l'extraordinaire question du travail, qui est centrale, qui est aussi centrale que mal pensée. Et d'une certaine manière, ce que vous faites, vous, me semble-t-il, est une des rares tentatives de penser aujourd'hui le travail, et pas simplement l'emploi, comme vous disiez tout à l'heure. Hein. C'est d'autant plus important que, je crois, les économistes, nous autres économistes plutôt
je me mets dedans pour ne pas être toujours à l'extérieur de la profession et prendre un point de vue critique externe, mais l'économie mainstream est d'autant plus mal à l'aise pour penser ça qu'elle a identifié l'emploi avec la croissance du PIB, enfin la croissance de l'emploi avec celle du PIB, alors que statistiquement, on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus de corrélation entre les deux. On est capable de faire de la reprise du PIB, ce que les Américains appellent les jobless recoveries, c'est-à-dire une reprise de la croissance, qui ne crée pas d'emploi, à la faveur notamment d'une certaine forme de machinisation du travail, ou plutôt des opérations qu'on pourrait appeler du travail, qui n'est justement pas du travail. Donc là, il y a un énorme travail conceptuel, je crois, à faire pour repenser ce que veut dire le travail comme commun. Est-ce qu'il est légitime de penser, de croire que le travail est une marchandise privée qu'on pourrait échanger sur un marché? Je ne crois pas du tout, puisque ça voudrait dire qu'on peut penser le travail en dehors de toute forme de socialisation. Ce qui est le rêve, en fait, d'un certain nombre d'entrepreneurs depuis la fin du XVIIIe, début du XIXe. Alors, vous connaissez certainement le très beau travail de l'historien Palm sur la question incroyable, de savoir pourquoi les entrepreneurs britanniques sont passés de l'hydraulique à la centrale à charbon, alors qu'à l'époque, début du XIXe, le charbon était beaucoup moins productif que l'hydraulique. Donc ce n'est pas une rationalité économique. En revanche, la centrale à charbon permettait de délocaliser des populations paysannes ouvrières et de les sortir de leur écosystème social et naturel pour en faire des esclaves, en fait. Ça, c'est ça, au fond, l'esclavagisme, le concept fondamental de l'esclavagisme, c'est je sors quelqu'un de son écosystème social, humain, voilà, et je le transplante ailleurs où il est entièrement désocialisé et il dépend complètement de la machine que je mets en face de lui. L'esclavage, c'est exactement ça. Voilà. Donc au fond, la privatisation du monde conduit à l'esclavagisme. De l'autre côté, le grand fantasme de l'absorption de la sphère sociale et humaine par la sphère publique conduit au camp. La grande image de ça, c'est le camp. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, notre planète se couvre de camps. D'une certaine manière, il y a une bonne partie des humains aujourd'hui qui sont ramenés à la vie dans les camps. Le temps de survie dans un camp pour un humain qui traverse un camp aujourd'hui, c'est 17 ans. Donc les camps ne sont pas du tout des lieux transitoires. Il y a des gens qui passent leur vie dans les camps. Et c'est des millions de personnes. Voilà. Donc on a ces deux extrêmes, l'esclave d'un côté, le camp de l'autre. C'est les deux fantasmes, privatisation absolue du monde, absorption du monde dans la sphère publique. Et ce qu'il faut inventer, c'est autre chose. C'est un rapport au monde, aux autres, au travail comme commun. Voilà. Alors comment concrètement on fait? Moi, j'ai pas de... D'une certaine manière, je commence à réfléchir là-dessus. Il faut que je vois ce que vous faites. Mais je crois aussi probablement il sera impossible d'avoir une théorie générale de ceci parce qu'elle doit tenir compte de la singularité de chaque situation. La localité. Voilà, la localité. Ça, finalement, c'est quelque chose quand même de fondamental qu'on trouve chez les nominalistes, c'est-à-dire l'importance de la singularité de cette fleur est unique. Il n'y a pas un concept de fleur qui la subsumerait et à partir de laquelle on pourrait penser cette fleur-là. De la même manière, le travail qui se produit à la plaine, c'est propre à la plaine et il faut le penser en fonction de ce qui se passe concrètement à la plaine. Je reviens donc un tout petit peu juste sur la question de la capacité. J'ai construit avec une amie, collègue Cécile Noir, un indicateur qui s'appelle un indicateur de capacité relationnelle, qui partait du constat que ce que fait Amartya Sen est formidable et en même temps il y a un point aveugle qui est le caractère collectif de la capacité ou de la capacité. Sen garde un point de vue assez libéral en fait, qui est celui d'un individu. Et donc nous, ce qu'on a essayé de mesurer, c'est dans quelle mesure une personne est capable, au sens de Sen, de se relier à d'autres, d'entrer dans des réseaux, d'être connecté, pas forcément au sens Internet, mais aussi par exemple au sens d'Internet. Bon. Et on a utilisé cet indicateur dans des enquêtes de terrain, notamment au Nigeria, en Indonésie, en Inde, au Mexique, au Brésil. Et l'une des leçons de ce travail, c'est l'explosion des inégalités monétaires, mais pas uniquement monétaires, provoque une telle déchirure du lien social que cet indicateur de capacité relationnelle s'effondre. Et c'est particulièrement clair dans des villages du delta du Niger où, comme vous le savez peut-être, en fait, d'une certaine manière, le tissu social est en état d'ébullition, c'est-à-dire que
Pour prendre un exemple, hein, un prof de l'université de Port-Harcourt avec lequel on travaillait nous a expliqué que lui était prof d'université, son frère était médecin, leur maman était restée au village, vivait dans des conditions de grande précarité. Eux donnaient un petit peu d'argent à la maman en lui disant surtout tu ne dis à personne que tes 2 fils ont réussi, parce qu'ils craignaient que la maman soit kidnappée au village par ses voisins. Donc à partir du moment où, dans un village de brousse, au Nigeria, des voisins sont capables de kidnapper la maman du village parce que ses fistons ont réussi, on voit que le système social lui-même s'est désintégré. Et ce que j'ai vu moi-même également, c'est dans ces villages-là, vous avez les expatriés des grandes compagnies pétrolières qui, la nuit tombée, viennent circuler dans les villages de brousse en moto, en mobilette, pour attraper les jeunes filles qui se prostituent le long de la route, dans les villages de brousse. Ce qui, lorsque moi j'ai vécu il y a 20 ans au Tchad, était inimaginable. Inimaginable. Et donc là, on voit la déstructuration du lien social, la capacité relationnelle d'un village entier qui s'opère à la faveur de l'arrivée d'énormément d'argent lié à l'usage du pétrole. Voilà. Alors ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais on a par exemple, on a regardé également à Nagpur, au centre de l'Inde, comment la réhabilitation du circuit d'adduction d'eau potable dans un slum, dans un bidonville, peut ou non faciliter la capacité relationnelle des personnes. Donc là, il y a quelque chose d'absolument fondamental, je crois qu'il faut continuer de travailler. Ça n'est pas simple de produire ce type d'indicateur, mais c'est fondamental. Et donc là aussi, je crois qu'on a des choses à partager. On est en train, à l'AFD maintenant, d'essayer de modifier un tout petit peu la conception de cet indicateur, de manière à pouvoir le renseigner sans être obligé à chaque fois d'aller faire une enquête de terrain. Alors, à la fois, on va perdre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la singularité unique de chaque situation locale. Mais si on veut pouvoir renseigner un indicateur, il faut aussi gagner un tout petit peu en généralité, sinon on n'y arrivera jamais. Alors, moi, il me semble que le point d'après, mais c'est ce que vous êtes en train de faire à la plaine, hein, c'est comment est-ce qu'on co-construit cet indicateur avec les populations locales. C'est ce qui s'est fait un tout petit peu avec Florence Janicatrice et Jean Gadret à Lille, qui ont fait cette expérimentation de réunir des citoyens des Hauts-de-France et de leur dire, bon, voilà en gros comment on construit un PIB, qui n'est pas un bon indicateur, qui est même un très mauvais indicateur, mais voilà comment on construit un indicateur agrégé, et si nous, on construisait ensemble un indicateur agrégé de ce qui fait le sens de votre vie. Évidemment, les économistes bardés de diplômes vont trouver que c'est une attitude stupide, et moi je crois, et je suis convaincu comme vous, qu'au contraire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que nul ne sait mieux que ces populations locales ce qui fait sens dans leur vie. Et donc c'est aussi une manière pour elles de se réapproprier le sens de leur existence et la mesure de ce sens-là, d'une certaine manière, avec tous les risques que la quantification fait peser sur le sens même de mon existence, mais voilà quand même. Donc au fond, je dirais, l'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on construit des indicateurs de capacité relationnelle, etc., avec les populations locales, celle de la plaine Saint-Denis, qui est la Galilie des nations au nord de Paris aujourd'hui, mais aussi, par exemple, au sud du Nigeria, là où j'étais, ou au Tchad, etc. Voilà. Ça, il me semble que c'est ça la recherche la plus fructueuse aujourd'hui. Voilà. Moi, je me réjouirais beaucoup.